Alors que pèse cette première génération dans la population de la France? Si l'on extrapole pour 2018 la tendance récente, 11%, soit environ 7,5 millions de personnes. La seconde génération, quant à elle, n'est pas immigrée. Elle comprend les descendants nés sur place d'un ou de deux parents immigrés, soit 13% de la population dans le cas de la France, environ 8,5 millions de personnes. Près d'un quart de la population liée à l'immigration sur une ou deux générations, c'est beaucoup. C'est 2 fois plus que dans la France des années 30, en proie à la grande crise et à la xénophobie. On retrouve cet ordre de grandeur dans les pays de vieille immigration, 23% en Allemagne, 22% aux Pays-Bas, 26% aux États-Unis, toujours en additionnant première et seconde génération. La part relative du Maghreb et du reste de l'Afrique dans la population immigrée a fortement progressé à la suite du tarissement des flux espagnols et portugais. Elle est passée de 20% en 1975 à 43% en 2013, un phénomène évidemment auquel l'opinion publique est tout à fait sensible. Alors, migration de peuplement ou migration de remplacement. Dans notre pays, les immigrés qui s'installent dans la durée, les 2/3 environ, ne remplacent pas la population existante, ils s'y ajoutent, tout comme leurs enfants, et peu à peu, ils s'y mêlent. Les économistes l'ont abondamment montré, les effets de l'immigration sur le budget de l'État et la protection sociale restent neutres ou marginaux. L'immigration, avant tout, apporte du monde, elle dilate notre économie, mais elle permet aussi à nombre de natifs d'échapper aux emplois les plus durs, nettoyage, construction, travail agricole, sécurité, soins aux personnes, et de grimper dans l'échelle sociale. La part prise par les deux générations dans l'ensemble de la population est désormais telle que bien des questions reposant sur la distinction entre eux et nous deviennent absurdes. Autant il y a du sens à évaluer les dépenses de l'État ou des collectivités pour accueillir et former les nouveaux entrants, autant il est vain de vouloir chiffrer ce que l'immigration nous rapporte ou nous coûte sur plusieurs générations, comme certains essayistes ont prétendu le faire, en inventant des clés de répartition budgétaire selon les origines. Quel sens y aurait-il à calculer le coût net d'un quart de la population pour les 3/4 restants? C'est un peu comme si une fratrie de 4 personnes, dont une adoptée à l'étranger, voulait absolument chiffrer ce que cette dernière coûte aux 3 autres. L'immigré n'est plus seulement un travailleur, c'est un sujet de droit. Il forme avec son conjoint et ses enfants une étrange entité qu'on appelle la famille. Des acteurs jusque-là discrets entrent en scène les plus hautes instances judiciaires, la justice administrative, les institutions européennes, mais aussi des associations de soutien juridique aux migrants. Et ensemble, elles dégagent, à partir de la fin des années 70, les conséquences des principes de droit logés dans les conventions internationales. Droit à une vie familiale normale, droit d'épouser un étranger ou une étrangère qui vient vous rejoindre, droit pour l'enfant de vivre avec ses parents sans avoir à payer, en matière de scolarité notamment, les conséquences de leur situation irrégulière, droit au refuge en cas de persécution, à quoi s'ajoute la possibilité très ouverte de s'inscrire dans une université étrangère. En France, c'est l'arrêt Gisti du 8 décembre 1978 qui marque ce tournant familial du droit des migrations. Le relais étant pris en 1991 par l'interprétation nouvelle de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La France offre l'exemple d'un pays où la régulation des flux migratoires échappe largement aux entreprises comme elle échappe aux politiques. La grande majorité des 220 000 migrants non européens qui obtiennent chaque année un permis de séjour ne sont pas là pour rajeunir la pyramide des âges ou combler les pénuries de main-d'œuvre. Ils entrent chez nous parce qu'ils en ont le droit. La migration directe de travail reste résiduelle, moins de 10% des titres de séjour, et c'est de façon indirecte que les nouveaux entrants se présentent sur le marché du travail. Sachant qu'on ne peut mener de vie normale sans travailler, le droit au travail devient une conséquence du droit à la vie familiale et non plus l'inverse. Dans ces conditions, de quel registre la régulation des migrations dépend-elle? D'une politique économique? Très peu. D'une politique démographique? Elle n'existe guère. Elle est, pour l'essentiel, le produit d'une politique juridique menée par un ensemble d'acteurs publics et associatifs qui résistent tant bien que mal aux assauts d'une quatrième forme de politique, la plus redoutable, qui est la politique d'opinion, dont il faut toujours rappeler qu'elle n'est pas synonyme de démocratie parce qu'elle saute l'étape cruciale de la délibération, laquelle doit être dûment informée. La Suède passe devant l'Allemagne.
avec 7000 décisions positives de protection pour 1 million d'habitants. L'Autriche remonte, tandis que la France rétrograde au 16e rang. Très en dessous de la moyenne, 530 contre 1400. Or, qui peut soutenir qu'à population égale, elle aurait moins de capacité d'accueil que la Belgique, l'Irlande, le Danemark, les Pays-Bas, qui ont accordé pour leur part 2 fois plus de protection. Sur cette affaire, l'Europe ne s'est pas divisée, l'Europe s'est déchirée. Les deux extrêmes, la Pologne et la Suède, sont dans un rapport de 1 à 700, alors que ces deux pays sont séparés seulement d'un bras de mer. Restent les pays d'Europe centrale, hermétiquement fermés à toute demande d'asile, sous l'effet de 3 facteurs au moins: l'isolement persistant sous l'ère communiste, qui n'a pas habitué la population à côtoyer des migrants du Sud pour reconstruire l'économie, propriété signalée ici par les pastilles rouges, l'absence de passé colonial, susceptible d'entretenir des chaînes migratoires, et l'entretien obstiné d'un récit national qui brandit le catholicisme ou l'orthodoxie comme étendard contre l'islam. L'immigration est l'œuvre des migrants ou des exilés, mais c'est aussi la nôtre. C'est nous qui l'avons composée et nous l'avons oubliée. Elle est largement le sous-produit des incursions des nations européennes dans les pays du Sud, du Levant et de l'Orient. Elle est aussi une façon, pour les hommes et les femmes qui migrent, de réagir ou de répondre au système mondial des inégalités dont nous ne pouvons pas nous exonérer. Et c'est le contre-coup, enfin, des exigences de notre contribution à la formation des droits universels, car nous avons fini par comprendre qu'une vie de famille nourrie par le travail vaut mieux qu'une vie de labeur sacrifiant la vie familiale, et que cela valait aussi pour les immigrés. Nous devrions reconnaître là notre œuvre au lieu d'y voir une contrainte extérieure. Comment imaginer que des principes universels proclamés à la face du monde puissent tourner à notre seul avantage? Quel sens y aurait-il à prôner une universalité fermée? La France ne peut protéger sa vision de l'universel sans expérimenter en retour une diversification sensible de son paysage social. Saura-t-elle intégrer à son récit national les multiples interactions qui, en France comme ailleurs, mettent les migrations au cœur des sociétés et le feront toujours davantage? Je vous remercie de votre attention.